Bienvenue au Château Valrose, bienvenue pour ce colloque. Nous allons, sans plus attendre, ouvrir ce colloque « Combating Conflict-Related Sexual Violence » et je vais inviter immédiatement notre vice-présidente au développement international d'Université Côte d'Azur, la professeure Cécile Saboureau, qui nous fait l'honneur d'ouvrir ce colloque ce matin en son nom et en représentation du professeur Yannick Brice-Walter, le président de l'université. Cécile. Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame la secrétaire générale du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le président de Bibliothèques sans frontières, Mesdames les magistrates, Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs, chers et chers collègues, chers et chers doctorants, étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, je suis extrêmement honorée d'être avec vous ce matin en ouverture de ce colloque consacré au sujet majeur de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Je vous souhaite bienvenue dans notre université, Université Côte d'Azur, pour ces journées de colloque, dont l'université a fortement soutenu l'organisation dans le cadre d'une coopération efficace entre Université Côte d'Azur et notre partenaire Bibliothèques sans frontières. Ce colloque s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'établissement, tant sur le plan thématique que par la dimension internationale et partenariale qu'il revêt, et j'y reviendrai tout à l'heure. Sur le plan thématique, d'une part, il faut souligner l'engagement de notre université dans la lutte contre les inégalités de genre et bien sûr les violences sexuelles et sexistes. Un plan et un service ont été établis pour mener cette mission au sein de l'établissement et j'en profite pour saluer notre collègue vice-présidente Égalité et Diversité, Madame Véronique Vandebord. Le sujet de la santé des femmes est aussi un thème sur lequel l'Université Côte d'Azur est particulièrement active. On peut ajouter sur le plan thématique toujours qu'Université Côte d'Azur promeut avec force l'appréhension des défis sociétaux au travers d'une approche pluridisciplinaire. Si le colloque organisé ces 2 jours prend appui sur une approche juridique, sa dimension pluridisciplinaire en constitue assurément une qualité et condition du succès. Le sujet de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit appelle une indispensable approche holistique et la mobilisation des compétences, des expertises dans un grand nombre de domaines. D'ailleurs, la lutte contre ces crimes atroces n'est pas seulement une obligation juridique, mais est avant tout une obligation morale. La diversité des horizons des participants au colloque, couvrant les aspects de prévention, de justice, de protection et prise en charge des victimes, rend bien compte du large spectre des enjeux et des cadres de compréhension. S'agissant de la stratégie internationale d'Université Côte d'Azur, le colloque revêt bien sûr une envergure qui lui assure un très fort rayonnement. La présence d'acteurs et d'experts de la lutte venus du monde entier constitue un élément clé pour traiter du sujet qui s'inscrit malheureusement dans un cadre universel, les violences sexuelles liées au conflit n'étant d'ailleurs pas circonscrites aux seules zones de conflit. S'agissant de la dimension partenariale, elle est au cœur de ce colloque dont l'origine tient au partenariat établi entre Université Côte d'Azur et Bibliothèques sans frontières, d'une part, mais bien sûr aussi au partenariat établi entre Bibliothèques sans frontières et l'Organisation des Nations Unies, le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général en charge des violences sexuelles liées au conflit. Ces 2 partenariats sont mis en synergie dans le cadre de ce colloque.
Cette dimension partenariale du colloque illustre pleinement l'ambition définie par Université Côte d'Azur dans la poursuite de l'objectif d'appréhender des défis sociétaux, défis pour son territoire, mais également défis globaux. L'action académique suppose, dans ce domaine, une robuste coopération avec des acteurs publics, privés, locaux, nationaux et internationaux. Enfin, je remercie l'Institut de la paix et du développement et la chaire UNESCO Paix et développement par le droit, leur équipe, le laboratoire de droit international et européen, pour l'initiative et l'organisation au sein d'Université Côte d'Azur de cette très belle manifestation qui marque un nouveau jalon dans l'activité scientifique, pédagogique, de partenariat qu'ils conduisent. Je remercie Bibliothèques sans frontières, son président, M. Patrick Veil, et son équipe, et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Pramila Patten, et son équipe, pour la confiance témoignée et le travail important de préparation de ce colloque de Nice. Pour finir, je formule le vœu plein de succès à vos travaux, mesdames et messieurs, et je vous souhaite un excellent colloque et un très agréable séjour à Nice, et bien sûr à Université Côte d'Azur sur notre magnifique campus Valrose. Je vous remercie pour votre attention. Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, chère Pramila Patten, Madame la vice-présidente de l'Université Nice-Côte d'Azur, cher Jean-Christophe, chère Anne, chère Yulan, d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe je viens de mentionner 3 noms de l'Université de Côte d'Azur, sans qui ce colloque ne pourrait pas avoir lieu. Tous ceux qui sont ici, tous ceux que je remercie aussi d'être venus participer à ce colloque, ont vu l'incroyable travail qui a été fait par Jean-Christophe et son équipe. Le soutien, vous n'avez pas vu, mais c'est le soutien aussi, vous avez vu le soutien logistique, je peux vous dire aussi qu'il y a un soutien financier très important que Anne et son équipe ont décidé. Je voudrais aussi remercier Antoine Caille, qui est ici, et sa société Inter-Outre-mer, qui a soutenu aussi financièrement le colloque. Et je voudrais, bien sûr, remercier particulièrement Madame Pramila Patten et son équipe, avec Lindsay Forstun, qui est avec elle ici aujourd'hui, d'avoir bien voulu accepter de nous faire l'honneur de participer à ce colloque. Et je vais juste vous raconter comment nous nous sommes rencontrés. Après tout, c'est la meilleure introduction qui explique pourquoi nous sommes retrouvés. Alors, c'est autour d'un petit objet qui s'appelle l'Ideas Box, que vous voyez là, que nous déployons pour permettre l'accès à la connaissance, à la culture, à l'information de ceux qui en sont privés. Et je crois savoir que Mme Patten s'est rendue en Pologne au moment il y avait toutes ces exactions qui avaient été commises, notamment sur des femmes ukrainiennes par les armées russes, et il y avait la question de l'accueil de ces femmes et de leurs enfants. Et Mme Patten a découvert cet objet, nous a contactés, elle a changé son nom, elle a fait passer de Ideas Box à Miracle Box. Et pourquoi elle a dit que c'était une Miracle Box? Pour une raison que je vais essayer de vous expliquer, c'est que vous avez différents espaces dans cette boîte, et quand ces femmes arrivaient, elles étaient avec leurs enfants, et je ne peux pas qu'on s'occupe de moi tant qu'on ne prend pas en charge mes enfants. Or, ce qu'on peut faire avec les contenus qu'on a dans la boîte pour les enfants sont comme des petits oursons devant un pot de miel. On ne peut plus les en détacher. Donc à ce moment-là, les mamans acceptent qu'on s'occupe d'elles. Et il y a un espace, on peut mettre un espace pour s'occuper de la dimension traumatique et de ce qu'elles ont vécu, les permettre de parler, d'exposer leur situation. Et puis vous pouvez avoir un troisième espace où vous allez avoir le soutien juridique. Et c'est fondamental pour leur redonner
un statut juridique, parfois ils n'ont plus de documents, pour leur permettre de rassembler les preuves de ce qu'ils ont vécu, pour les aider du point de vue du droit. Et puis vous avez enfin un espace que l'on peut créer pour leur permettre de se reprojeter vers l'avenir, de leur trouver un logement, une place d'accueil, une perspective professionnelle. Donc, dans cet espace qui est mobile, qu'on peut déplacer quand il y a des exactions sur plusieurs terrains, sur plusieurs villages, sur plusieurs villes, on peut travailler à un endroit pendant quelques semaines ou quelques jours et le redéplacer. Voilà que, et Madame Paten a décidé de nous faire venir, non seulement de nous faire venir, nous, à l'ONU, mais aussi de faire venir la box qui a été exposée dans les locaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, tout ça, c'est pas passé il y a longtemps. C'était en mai 2022. Et tout ce qu'on a fait depuis, on est maintenant ensemble en Ukraine, on est aussi en Afghanistan, et on veut être partout, sur tous les terrains, en RDC, ailleurs, partout où il y a quelque chose à faire dans le domaine de la prévention et de la réparation des violences sexuelles infligées dans les contextes de guerre. Alors, pourquoi ce colloque? C'est que nous, Bibliothèques sans frontières, et je remercie toute l'équipe de mon association, en particulier Ambre et Laura, qui ont travaillé avec l'équipe de Nice pour mettre en place ce colloque, nous savons un peu faire les contenus pour les enfants. Nous avons déjà travaillé en Haïti sur les traumatismes. Nous travaillons sur les questions d'avenir professionnel, mais le droit, alors là, franchement, on était ignorants. Hein. Qu'est-ce qu'on pouvait fournir dans ces boîtes? Et il se trouve que, de par les relations de professionnels et d'amitié qu'on a nouées avec l'Université de Nice, avec des collègues formidables qui travaillent un peu sur ces sujets, eh ben on s'est dit, ben voilà, on va organiser ce colloque en faisant appel à vous toutes et tous qui ont candidaté. Et nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir tous ensemble. Et je vais dire pourquoi, en concluant en deux minutes. Je suis aussi professeur de droit aux États-Unis. Et évidemment, les juristes non seulement construisent des lois, des constitutions, qui sont ensuite votées, approuvées, et des règles de prévention, de punition. Mais vous savez très bien qu'il y a toujours un problème, c'est l'effectivité du droit que l'on vote. Bon, Madame Paten a une mission unanime du Conseil de sécurité. Il n'y a aucun État qui est contre s'attaquer. Mais ensuite, quand il s'agit de l'effectivité, évidemment, on est loin entre les déclarations et les actes, aussi bien pour la prévention que pour la punition ou la réparation. Et donc, se réunir entre ceux qui réfléchissent au droit international et à son application, aux droits nationaux et à leur application, et ceux qui, sur le terrain, ONG, aident les victimes, c'est fondamental. Nous ne sommes pas les premiers sur ce sujet, et vous êtes ici pour le démontrer. Mais nous avons besoin d'échanger, de nous coordonner, de rester ensemble, comme dans une sorte d'association de soutien mutuel, tellement ces horreurs se propagent. Encore, bon, on a démarré avec l'Ukraine, il y a eu le 7 octobre et les jours qui ont suivi en Israël, Palestine, etc. Donc, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc, il y a une permanence de l'horreur et donc il doit y avoir une permanence de l'action. Et c'est pour ça que nous sommes réunis. Et je vous remercie encore infiniment, spécialement Madame Paten, d'être venue partager avec nous toute son expérience et toutes ses réflexions. Merci encore. Madame la secrétaire générale adjointe, chère Pramila Paten, Monsieur le Président, cher Patrick, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, à mon tour de dire quelques mots dans le cadre de cette session d'ouverture du colloque, qui, vous l'aurez compris,
repose sur une initiative intéressante, originale, de partenariat, un partenariat que je qualifierais d'innovant, entre une université publique, Université Côte d'Azur, une association, une ONG, Bibliothèques sans frontières, mais aussi sur le partenariat qu'a établi Bibliothèques sans frontières avec le bureau de Madame la représentante spéciale du secrétaire général en charge de la question des violences sexuelles liées au conflit, et son bureau bien entendu. Je tiens à remercier à mon tour d'emblée Madame la secrétaire générale adjointe, son équipe, en particulier Lindsay Forsland ici présente, mais aussi je pense à James Freda, qui n'a pas pu venir finalement à Nice participer avec nous à ces travaux, mais qui s'est bien investi en amont dans la préparation du colloque. Un soutien sincère, et je voudrais remercier pour l'action dans la préparation de cet événement. Donc, l'idée initiale, Patrick l'a évoqué, est de réunir des experts, des acteurs du monde académique, des institutions qui agissent et prennent part à la réaction sur le terrain contre les violences sexuelles liées au conflit. L'idée est d'identifier les lacunes, en particulier dans les cadres juridiques, dans la mise en œuvre de ces cadres juridiques, mais pas seulement, et loin s'en faut. Notre objectif étant d'imaginer comment une ONG telle que Bibliothèques sans frontières, une université telle qu'Université Côte d'Azur peuvent collaborer ensemble et en soutien au cadre multilatéral avec leurs atouts, leurs moyens respectifs. Le colloque est organisé, s'agissant d'Université Côte d'Azur, dans le cadre de l'Institut de la paix et du développement, que j'ai l'honneur de diriger, et de la chaire UNESCO Paix et Développement par le droit, que je porte, qui bénéficie d'un soutien fort de l'établissement, en particulier de l'initiative d'excellence d'Université Côte d'Azur. Quelques mots, peut-être, pour vous expliquer le cadre institutionnel dans lequel s'inscrit à Nice ce colloque, et la légitimité, une certaine légitimité, pour accueillir ces travaux ce matin. L'Institut de la paix et du développement est une composante historique, je dirais, de notre établissement, de cette université, créée en 1968 comme faculté de droit international, droit européen. Il est aujourd'hui un institut thématique de l'université, chargé de porter des missions de paix, de développement, au croisement également des enjeux de paix et de développement. Donc, mission de l'établissement. Notre institut a développé des activités dans plusieurs champs du droit international, en particulier, et pour mettre un coup de projecteur sur ceux qui sont les plus pertinents pour éclairer l'objet de ce colloque, je mentionnerai le droit international humanitaire qui s'appuie notamment sur une coopération de longue date avec l'Institut international de droit humanitaire, à San Remo, de l'autre côté de la frontière italienne, et qui est représenté dans le cadre de ce colloque par le secrétaire général, qui nous rejoindra demain, Gianluca Berruto. Droit international humanitaire donc, mais je mentionne également la gestion de crise, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, notamment dans le cadre de la chaire Jean Monnet, portée par ma collègue la professeure Anne Millet-Deval, chaire Jean Monnet sur le thème Union européenne et gestion des crises. L'approche de sécurité humaine que nous défendons a par ailleurs conduit à des coopérations, des travaux au sujet de la lutte contre la traite des êtres humains, l'étude des enjeux migratoires, pour citer quelques exemples saillants de domaines qui me semblent pertinents dans le cadre de ce colloque. S'agissant de la chaire UNESCO, Paix et développement par le droit, je m'en tiendrai à souligner que 2 des 4 axes définis dans l'accord conclu par Université Côte d'Azur avec l'UNESCO concernent l'un, le droit international humanitaire, la sécurité humaine. L'un, le droit international humanitaire, l'autre, la sécurité humaine. Donc, vous le voyez, le choix du sujet, élaboré avec Bibliothèques sans frontières, s'inscrit fortement dans le champ d'activité de l'Institut, ainsi que celui du laboratoire de droit international et européen, dirigé par la professeure Anne Millet-Deval. La pertinence du choix paraît, somme toute, évidente. L'organisation du colloque, en tant que telle, a déjà montré l'intérêt fort porté pour ce sujet, qui revêt à l'évidence une importance majeure au regard de sa complexité, de ses enjeux, Patrick l'a souligné déjà, je n'y reviens pas, de l'actualité sans cesse renouvelée du défi que représentent les violences sexuelles liées au conflit. Nous sommes dans ce contexte
très heureux d'avoir reçu presque unanimement des réponses favorables aux invitations que nous avons lancées, ainsi que des candidatures nombreuses en réponse à l'appel à propositions que nous avons ouvert, des candidatures, des propositions de grande qualité présentant un intérêt fort qui nous a contraints à opérer une sélection. Nos excuses pour ceux qui n'ont pas pu être retenus, mais nous sommes très satisfaits, dans le cadre de ces 2 journées de colloque, d'avoir pu réunir des intervenants de très haut niveau, d'horizons institutionnels ou professionnels divers, et je tiens à remercier, même si nous sommes qu'au stade d'ouverture de ce colloque, remercier chacune et chacun des intervenants d'être présents ici à Nice, prendre part aux travaux, aux réflexions collectives de ce colloque. Si le droit international en particulier, est un point de départ ou un socle pour notre réflexion collective pendant ces 2 jours, qui nous semble constituer une assise solide pour traiter du sujet, la dimension pluridisciplinaire, je voudrais y insister, est à souligner d'emblée. Le programme du colloque rend compte de cette richesse et de l'ambition qui nous anime. 5 tables rondes, 5 panels vont se succéder. Le premier consacré aux cadres juridiques internationaux contre les violences sexuelles liées au conflit. Le deuxième aux cadres nationaux d'enquête et de poursuite pénale en la matière. Le troisième sera dédié à l'accès à la justice et aux mécanismes de réparation. Le quatrième aux stratégies de prévention, au soutien holistique et aux réponses communautaires aux violences sexuelles liées au conflit. Le cinquième, enfin, au cadre politique multisectoriel et aux campagnes de sensibilisation. Je voudrais ainsi ajouter à titre personnel mes remerciements à Bibliothèques sans frontières, son président, l'équipe qu'a mentionné Patrick déjà, mais aussi des remerciements à l'International Institute for Justice and the Rule of Law pour son implication très significative dans la préparation du colloque, la construction du programme, l'identification des experts, des intervenants, Madame Joya Elias, Monsieur Winthrop Wells, ici présents, ont particulièrement contribué à la conception du programme, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Mesdames et messieurs, donc nous allons pouvoir ouvrir maintenant les travaux de ce colloque et j'ai l'honneur d'inviter la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, représentante spéciale du secrétaire général en charge des questions de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, Madame Pramila Patten, à venir prononcer l'allocution principale du colloque, le keynote speech, comme on dit en anglais. Madame la secrétaire générale adjointe, soyez la bienvenue. Mrs. Cécile Saboureau, Vice President for International Affairs of Université Côte d'Azur, Patrick Vail, Founder and President of Bibliothèques sans frontières, Jean-Christophe Martin, Professor, University of Côte d'Azur and Director of the Institut de la Paix et du Développement, distinguished panelists, participants, ladies and gentlemen. I would really like to express my sincere gratitude and thanks to Université Côte d'Azur and Bibliothèques sans frontières for organizing this very important symposium and for shining the spotlight on a very difficult and painful subject, which is the scourge of conflict-related sexual violence, often referred to as the oldest crime of war and the world's least reported and least condemned crime. Sexual violence during conflict used as a tactic of war, terrorism, and political repression is one of the most devastating forms of violence committed mainly against women and girls, but also against men and boys. It is an invisible, cheap, and effective weapon of war. Cheap and almost cost-free because perpetrators know that survivors will not report due to stigma and shame, fear of reprisal, fear of rejection, amongst other reasons, and that they will enjoy total impunity. Effective because it is intended to shred
society's fabric, to dehumanize, destabilize the enemy, and it does destroy not only the victims, but their families and societies. It shatters lives and livelihoods with consequences that echo across generations, including in the plight of children born of wartime rape. This symposium is timely in providing a space for strategic reflection on what we know and what is missing from research, policy, and practice. And I recall back in 2017 when I was interviewed for this position, one of the first things that I flagged was the knowledge gaps that I felt that was associated with this mandate, that there is so much more that we don't know. And I said to the interview panel that one of the things that I would like to do for this mandate, if I'm selected, was to precisely establish a research hub. And I'm like so grateful to have this partnership with you, Patrick and Jean-Christophe, because I think now more than ever before, there is a need for a research hub where we have to focus on the missing links. I'll speak briefly about the evolution of the mandate and how it is constantly very volatile, because there's so much happening, and as Patrick mentioned, we see how sexual violence continues to be used, and we really need like a surgical analysis of what's going on. The mandate was established through the unanimous adoption of Security Council Resolution 1888 in 2009 to tackle conflict-related sexual violence as a peace and security issue. And the Council recognized the widespread and systematic use of sexual violence as a tactic of war, and it committed to bring all tools available to bear, including political, economic, judicial, and coercive measures to ensure the cessation of violations and the reign of impunity. I mean, just imagine, we're talking about a crime that has existed since the history of war, and it's only in 2009 that the Security Council saw wars through the eyes of women whose bodies have been part of the battlefield since the history of war. And my role as special representative is to provide coherent and strategic leadership to global efforts, to engage in political advocacy with governments, including military, police, and judicial officials, to engage with all parties to conflict, both state and non-state armed groups, and other strategic partners, including religious leaders, traditional leaders, and civil society organizations. And just to show how the mandate has evolved, the Security Council, subsequent to 2009, has adopted other very important resolutions, specifically on conflict-related sexual violence, not less than 5 of them. And for example, I just mentioned a couple. Resolution 2331 that was adopted in 2016, which condemns sexual violence as an act of terrorism. And that was a direct response to transnational terrorist groups such as ISIS that had actually reduced women and girls to an expendable currency in the political economy of war. But there's also Boko Haram and others. And the last resolution, 2467, specifically on sexual violence, was in 2019, which my office had the opportunity of working very, very closely in terms of its drafting with the government of Germany, really marked a turning point in terms of calling for a holistic approach centered on survivors' rights, needs, and wishes that ensures their full and meaningful participation in the decisions that affect their lives, and also for the first time
recognize children born of sexual violence in conflict as right holders. When I took office in 2017, I set my own strategic priorities, like 3 of them, and they were all included in that Security Council resolution, including the survivor-centered approach and the issue of children born of rape, which I'll be speaking about a little bit later. In terms of how I do my work, my operational methodology is to secure commitments with national authorities in affected countries to prevent and address sexual violence, and to anchor these commitments at the highest level through concrete implementation plans and strategies. And to date, my office has signed agreements with 12 countries, the last one being in Ukraine in May 2022. And since I took office, my 3 strategic priorities for the mandate have been, firstly, prevention through justice and accountability, converting cultures of impunity into cultures of justice and accountability as a deterrent. Secondly, prevention through addressing the root causes with gender inequality, marginalization, poverty, exploitation of natural resources as some of its invisible drivers. And secondly, having a survivor-centered approach. I said when I took office that the mandate has the face of a survivor and was created for survivors, women and girls significantly impacted, but also men and boys. And the survivor-centered approach that I have been advocating views survivors not as passive beneficiaries, but as co-creators of solution. So while we have a significant normative framework and that there has been normative progress achieved at the global level, as Patrick rightly pointed out, words on paper are unfortunately not yet matched by facts on the ground. And if civilians continue to suffer sexual violence in situations of armed conflict, it is not for a lack of international norms or institutions to protect them. It is because existing norms are not adequately implemented and enforced. It is because existing institutions are not backed with sustained political and financial support. A primary function of my office is to prepare the annual report of the Secretary General on conflict-related sexual violence, which serves as a global advocacy instrument and an official public record. The last report, covering the year 2022, paints a very disturbing picture of sexual violence being used as a tactic of war, torture, terrorism, and also political repression. And the gap between commitments and compliance, between resolutions and reality, is evident on every page of the annual report, which really surface very, very painful human stories, from mass abduction and rape in the Democratic Republic of Congo, including the rape of 16 women during an attack on a mining site, to brutal gang rapes of women in Tigray, Ethiopia, with one woman being raped by 27 Eritrean and Ethiopian soldiers. And that conflict alone has left more than 10,000 survivors of sexual violence in desperate need of assistance and redress. The current preparation of the 2023 report, which will be debated before the Security Council in April, indicates the same trends. And in 2023, I had to conduct 5 field missions. I went to Ukraine, Colombia, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, and South Sudan, but also I went to the border with Sudan. And this Sunday, I will be traveling to Israel to gather facts relating to allegations of sexual violence during the attacks of 7th of October, and will also engage with the Palestinian Authority and other relevant authorities in the occupied West Bank. The reality is that we meet at a time when conflict-related sexual violence is again in our daily headlines, and its unabated brutality on our 21st century battlefields and its recurrence with each new wave of warfare continues to shock the collective conscience of humanity. We are going through a massive and global turbulence marked by multiple cascading crises
an epidemic of coup, and the highest number of conflicts since World War II, with over 110 million people now displaced. More than 600 million women and girls live in conflict-affected countries. We see how militarization and authoritarianism are on the march, resulting in shrinking civic space, virulent backlash on gender equality, and rising reprisals against human rights defenders and journalists who bring atrocity crimes to the attention of the world. We also see an array of new actors, such as mercenaries and private military and security companies, which are complicating attribution and accountability on contemporary battlefields. There's also climate-driven insecurity and displacement, which is increasing intercommunal violence, including sexual violence, in contexts like Somalia, South Sudan, and others. And on the other hand, at the same time, the security umbrella for humanitarian protection and assistance activities is closing as peacekeeping missions are drawing down in contexts like Mali, Sudan, and the Democratic Republic of Congo. In Ukraine, I heard firsthand the accounts of sexual violence perpetrated by Russian soldiers. The ages of the victims range from just 4 to 84 years old. The Independent International Commission of Inquiry on Ukraine also provided chilling details of sexual violence affecting victims of all ages. Russian armed forces raping girls when entering or occupying civilian homes, children raped, tortured, unlawfully confined, killed and injured, an 83-year-old woman raped by a Russian armed force serviceman in her house in the presence of her physically disabled husband. In Sudan, since the conflict erupted on 15th of April between the Sudanese armed forces and the Rapid Support Services, sexual violence against displaced and refugee women and girls has dramatically increased. Sexual violence remains a prominent feature of the unbroken cycles of violence in Darfur, where women's bodies are on the front lines of conflict. Young women have been abducted from dormitories and hospitals, shackled and transported in the back of pickups by fighters to be sold in slave markets in northern Darfur. Last September, I visited the border area where I met with several Sudanese victims, including a 7-year-old girl who, after fleeing with her grandmother, was raped in the refugee camp. In June of last year, I visited Eastern DRC, where I met many women and girls who had been recently raped, and they stressed the daily risk of sexual violence while undertaking livelihood activities, such as searching for food or collecting wood and water. And these women faced an impossible choice between economic subsistence and sexual violence, between their livelihoods and their lives. But I must say that it's not all doom and gloom. Although the challenges remain daunting and new protection crises continue to emerge, we do see some signs of hope amidst this global turmoil. My office continues to engage with the authorities at the highest level to offer technical assistance and support in line with the agreements we have signed. We closely monitor all situations of concern, calling for restraint, unimpeded humanitarian access, comprehensive service provision, and effective investigation. Despite significant funding shortfalls, the two operational arms of my mandate, the team of experts on the rule of law, and UN Action Network, which comprise of 25 UN entities working together to deliver as one UN, are supporting governments to implement these formal agreements and reaching, I must say, countless previously unreachable or invisible victims. The team of experts works closely with affected governments to support the investigation, the prosecution, the adjudication of crimes under both civilian and military systems. They also work on legislative reform, focusing on protection of victims and witnesses. They're currently supporting the national authorities and justice sector in no less than 12 countries.
Over the past few years, we have noted a number of very encouraging developments in the area of justice and accountability, as well as legislative reform from the DRC to South Sudan to Central African Republic, Guinea, Iraq, and Colombia. A few examples include the opening in Guinea of a landmark trial on 28th of September 2022, exactly 13 years, day for day, after a stadium massacre by the military, which left at least 157 protesters dead and 109 women and girls victims of sexual violence, with the country's former coup leader, Moussa Dadis Camara, and other ministers among those charged. In Iraq, the Council of Representatives adopted the Yazidi Survivors Law, which provides reparations and other forms of support to victims of Daesh atrocities. In Colombia, the Special Jurisdiction for Peace has opened a dedicated case on sexual and gender-based violence. In Nigeria in 2022, sexual violence was included for the first time in an indictment against Boko Haram, contributing to evolving understanding and jurisprudence on sexual violence as a tactic of terrorism. In Ukraine, the Office of the Prosecutor General has established a specialized unit on conflict-related sexual violence, and my team of experts is providing training and operational support to the specialized unit. UN Action Network has also leveraged its role to engage in programmatic efforts, joint advocacy, and knowledge building to better prevent and respond to sexual violence. Just last year, they implemented projects in the Democratic Republic of Congo, Mali, and Ukraine to support survivors in their recovery and strengthen and build the capacities of local stakeholders, including governments and civil society organizations. In total, the UN Action Network has supported more than 50 projects across 18 conflict-affected settings since 2009. Moving forward, it's clear that when history looks back on these painful episodes as part of the long litany of battles fought in the bodies of women and girls, we will rightly be asked what we did to honor our commitments. And in this regard, I wish to highlight just a few initiatives and tools developed by my office to build the skills and will for effective action to combat this heinous crime. Firstly, we launched a prevention framework. As I mentioned, survivors are my moral compass in the execution of my mandate. And in fact, in all countries where I meet survivors, they repeat the same message to me, that what happened to them could have been prevented. And indeed, sexual violence is preventable. It's not an inevitable byproduct of war. It's not collateral damage. But unfortunately, for too long, we have been on a reactive mode, focusing primarily on intervening with affected individuals and helping survivors after the violence has occurred. Accordingly, in 2022, I launched a prevention framework which aims to enhance both structural and operational prevention. And the framework is being rolled out in countries falling within the purview of my mandate. My office also launched model legislative provisions and guidance on investigation and prosecution. By the way, we have copies which Lindsay can share with any one of you who is interested to have a copy. In many countries, national legislation lacks a comprehensive legal framework that recognizes all forms of sexual violence as crimes. And of course, weaknesses in law allows perpetrators to escape punishment and deny victims the right to a remedy. So in 2021, we launched these model legislative provisions, which contain state-of-the-art legal provisions required to prosecute any form of sexual violence. And again, my team of experts is currently supporting a number of countries in their legislative reform process and is rolling out this model legislation. I mentioned earlier children born of rape, and it's a fact, maybe very invisible, that throughout history and across diverse geographic spaces and contexts, children have been born of sexual violence in war and conflict zones, and everywhere they are stigmatized by traumatized post-conflict societies as children of the enemy. They have all kinds of names, from Boko Haram snakes, and they are marginalized and rejected within
and outside families and exposed to a range of physical, psychosocial, economic, cultural, and legal risk and harm. And really, I was terribly disturbed by what I observed firsthand during my mission to Nigeria, precisely with these Boko Haram babies, in Iraq, but also in Bosnia and Herzegovina, where I met with these children who were adult, about the extent to which they and their mothers are stigmatized. And that led me to intensify my advocacy on the subject, which resulted in Resolution 2467, recognizing for the first time their existence as rights holders, distinct from their mothers under the Convention on the Rights of the Child, but also connected to their mothers under the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, for example, related to nationality laws. I was also mandated by the Security Council to prepare a special report for the Secretary General, which report is before the Council and sets out a platform of legal, policy, and operational recommendations. And I'm glad to say that work is already underway in a number of countries for the implementation of these recommendations. And that's how we get the mandate to evolve. Impunity for wartime rape remains the rule, and accountability the rare exception. And to break the vicious cycle of violence and impunity, we really must use all the diplomatic and enforcement tools at our disposal. And that's why, since I took office, I have been advocating for sanctions. And I have been really pushing for sanctions and judicial accountability measures to work hand in hand. And accordingly, I have been, and I continue to regularly brief sanctions committees and making recommendations for targeted sanctions in the form of travel bans, asset freeze, and arms embargo, which I must say work. And I can give a concrete example of how I got Dr. Riek Machar, who was the commander-in-chief of SPLA in opposition, to release like 500 women and girls which were abducted by some of his military commanders in 3 different ways. So sanctions really can be a very strong tool. I also strongly advocate for reparations because international law recognizes the right of victims to a remedy and reparations. And while reparations are really the most victim-centered justice mechanism and really the most significant means of making a difference in the lives of victims, it remains the justice intervention that survivors demand most, yet receive least. And my team of experts is currently supporting a number of countries, including the DRC, to adopt legislation on reparations and to establish national reparations fund from Iraq to DRC to Ukraine and other countries. My office is also continuously expanding its circle of allies through frameworks of cooperation with a range of stakeholders, from treaty bodies to Interparliamentary Union or Religion for Peace, forged partnership with a number of private sector actors, NGOs, and academic institutions. And it is, of course, in this vein that I'm here today as a result of our recent partnership with Bibliothèques Sans Frontières. In 2019, I also launched a Global Champion Initiative, and I'm currently in the process of establishing a Youth Ambassador Initiative to empower the young voices who are at the forefront of this work. And I do intend to talk to you, Patrick, and Jean-Christophe into how we can further this initiative. In conclusion, I just want to say that we stand at a crossroad in the history of addressing sexual violence in conflict. And we have a clear choice to make. Either to defend the gains we have made over the past decade and turn commitments into compliance and resolutions into solutions, or to retreat in the face of the new conflict that have erupted on almost every continent. But if we are truly committed to eradicating the scourge of sexual violence in a sustained and meaningful way, we must confront the reality that implementation is grossly lagging behind and that this rule-based international order is under severe threat. The Women, Peace and Security Agenda has a transformative potential with its robust normative framework that reaffirmed that sexual violence in conflict can be prevented if we act
decisively and boldly. It reminds us of the responsibility that we bear to care for survivors of these heinous crimes. We know which path we are duty-bound to take. As we navigate the long and winding road from rhetoric to reality, the plight and rights of survivors must be our moral compass. We must rise to the challenge of our times because inaction is not an option. Survivors need more than our solidarity. They need tangible support in the form of accountability, reparations, and economic reintegration, as well as significant investment in structural prevention. Member states must recommit to ensuring that the robust global framework is no more an empty promise. Protection from sexual violence, even in the midst of war, is not merely an aspiration, it is a legal obligation. By helping to disseminate and socialize good practices and lessons learned, every expert in this room can help to maintain momentum to eradicate and spare succeeding generations from this scourge. 15 years after the creation of my mandate, we owe the survivors no less. Let us seize this opportunity for decisive, united action that is commensurate to the scale of the challenge. Thank you. Tous nos très sincères et chaleureux remerciements, Madame la Secrétaire Générale Adjointe, pour ce keynote speech qui nous a révélé le niveau d'engagement qui est le vôtre, la vision que vous défendez et portez avec le soutien de votre bureau, le courage dont vous faites preuve pour défendre ce combat contre les violences sexuelles liées au conflit. Votre keynote speech aura aussi eu les vertus d'un véritable rapport introductif de colloque, nous permettant de percevoir bien mieux les contours du défi global auquel la communauté internationale fait face, s'agissant des violences sexuelles liées au conflit, définir aussi les contours du défi qui va nous occuper pendant ces 2 journées, mais qui vont occuper chacune et chacun des intervenants dans le cadre des 5 panels qui s'annoncent. Le premier commencera dans quelques instants. J'aurai l'honneur de le modérer. Je vous propose de prendre quelques minutes pour prendre un rafraîchissement ou un café, le temps que l'on installe les intervenantes et les intervenants du premier panel. Je vous dis donc à tout de suite. Un très grand merci à nouveau, Madame Patten.